À Bruxelles, en prenant le tram 20, Teymans lit dans le journal qu'on demande des élèves pilotes. Il se porte candidat auprès d'un officier appelé Colonval. Puis il retourne à Malmedy, sans nouvelles après 6 semaines, et pour cause, Colonval s'était tué en avion. Ils se sont tués à 2, ils sont sur le mur là. Bon. Moi j'attendais une réponse, mais pas de réponse, ils étaient morts. Hein, bon. Alors, appelé Colonval, puis retourne à Malmedy. Sans nouvelles après 6 semaines, il retourne à l'état-major de la force aérienne à Bruxelles, où il rencontre le général Lebout, qui marque son accord pour l'engager. Ici, si vous voulez perdre votre temps pendant 2 minutes, je vous explique que c'était moins facile que ça. J'arrive là, et j'arrive, et c'est un adjudant qui était le bonhomme qui s'occupait des affaires du général Lebout. Je dis voilà, j'ai fait une demande pour devenir pilote, mais j'étais de VHL. Ah, il dit oui, comment? Moi j'ai dit Teymans, j'étais le dernier dans une pile comme ça. Je dis bon, c'est foutu. Mais enfin, vous êtes un homme intelligent, vous vous rendrez compte que je suis un peu triste. Hein. Si vous êtes triste, bah oui, je dis parce que je voulais allez, on va faire un effort. Il prend le paquet, il va vous trouver le bout, il revient, d'accord. Je dis merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'il reste? Alors maintenant, il dit ça doit passer dans l'interforce. Mais ça, c'est en face chez le général Intel. Haute force d'homme dit ça va, celui-là, ça prend du temps. Hein. Je dis bon, est-ce que je peux pas avoir mon dossier? Oui, ben, je vous le rends tantôt. Ah, allez, bon, c'est bon. Je prends mon dossier et j'arrive là-bas et je monte à pied. À pied. Je monte à pied. Il n'y avait pas d'ascenseur, quoi. Le pied, et je vois 5 des commandants des services spéciaux, là, marginaux, avec des sacs qui attendent. Et heureusement, qu'est-ce que je vois? Un type qui tient l'arrivée, qui roule une cigarette. J'ai dit alors, les officiers, on ne le salue plus? Général, là-bas? Oui, là, je vais stocker, général. Je dis, bon, général, c'est sans doute une erreur, on va là, à côté. Oui, boum. Je vais chez le colonel, je dis, c'est le général qui m'envoie, en face. Je vais en face, et là, je tombe sur un type qui dit, ah oui, mais vous allez à l'école du génie la semaine prochaine. C'est vrai? À l'école du... Oui, mais je vais eh bien, alors vous allez à l'école de pilotage la semaine d'après. Et je suis parti à l'école de pilotage. On va voir ce qu'on a eu. Bon. Voilà, donc à Bruxelles, on est dans le tram 20, qu'on demande des élèves pilotes, ils se portent candidat appelé Colonval, et il rencontre le général il rencontre le général Lebout de Crévin, donc souvent c'était comme ça, c'était beaucoup plus difficile qu'on croit, parce que le général Lebout, encore que, figurez-vous, quand il est devenu chef d'état-major, et que moi, pour d'autres raisons qui vont apparaître dans l'autre affaire, il m'a écrit souvent, Lebout, parce qu'il savait que j'étais un Belge appartenant à une certaine zone, etc. Bon. Et c'est ainsi qu'en octobre 1947, j'entame mon initiation au pilotage sur Tigermot à Schaffen. La suite est une autre histoire. Donc, je ne vous embêterai plus très longtemps, parce que voilà, là-dessus. Alors, si vous êtes d'accord, je vais passer maintenant à la partie force aérienne. Et voilà. Alors, j'arrive à la force aérienne, habillé en kaki, près de Diest, là, et je descends. Et puis, je crois, moi, il était midi, je me dis, tiens, les aviateurs, ça doit être à l'aérodrome, hein. Ben, je vais à l'aérodrome, pas d'aviateurs. Alors, ils sont tous en ville, ils mangent là, et bon, et deux choses, bon. Eh bien, il y a un camion qui va, bon, alors, qui va à 10, j'ai pris le camion à 10, j'arrive à 10, et là, il y avait 2 types, 2 officiers qui prenaient le café après avoir déjeuné dehors, et un est devenu chef d'état-major. Marcel de Smet. Vous connaissez l'histoire ou pas? Non. Marcel de Smet qui était là à 10, et alors, avec son camarade qui était l'oiseau, là, je ne sais plus comment on l'appelait, enfin un soigneur. Et alors j'arrive et passe un avion qui passe, un Tigermot.
Je dis, est-ce que vous devez devoir voler sur ces ridicules petits avions? Et il y a un type qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'était le grand chef des pilotes qui était là, qui était un Liégeois, et qui était là. Eh bien, mon petit gars, moi vivant, tu ne foutras pas ton cul sur ce putain d'aérodrome. Bon, eh ben, alors j'ai eu comme instructeur un type qui a eu 7 élèves, 6 ont été rayés. Bon. Et moi, pourquoi? Parce que j'ai de nouveau eu une erreur. À un moment donné, j'ai passé un test à 8 heures de vol avec le second des instructeurs et il sifflotait. Il dit, ça va, ok, tu peux partir. Et alors je vais au bout, et puis mon instructeur arrive, oh, il va se tuer, il ne peut pas partir, il peut pas. Bon. Bref, j'ai été le seul sur les 7 à réussir, et j'ai réussi mon final test avec le gars, le chef là, et j'ai eu 18 sur 20. J'ai les papiers, on ne me croit pas, mais j'ai eu 18 sur 20. Il m'a dit, bon, et alors, on voit bien, il n'y a qu'une seule erreur que tu as faite qui me dit, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu es arrivé en finale, et j'ai bien vu à ta tête, tu avais coupé j'avais mis sur slow, hein, mais j'avais bien regardé, ça, tu savais que tu devais bouger un petit peu, enfin, chose. Ah oui, bon. Mais je n'avais pas osé dire que c'était mon chef qui m'avait dit, une fois qu'on avait chaud, on ne pouvait plus toucher à la manette. Hein, bon, c'est comme ça. Et il y a des types très intelligents qui ont été malheureusement. Bon, bref, j'ai vu une excellente partie de vol sur Tègre-Motte. Ça allait très bien. Je faisais de la bonne acrobatie, etc. C'est comme ça que j'ai eu 18 sur 20. Et il y avait Wilmots qui était là. Wilmots, qui chaque fois me voyait et je devais lui payer un verre, on rigolait, etc. Malheureusement, Wilmots s'est tué 2 ans après, à la 3e escadrille. Et là, il était moniteur. Enfin bref, alors puis à l'EPA, j'ai été avec un lieutenant-colonel flamand aussi, qui était un type très bien, qui m'a interrogé et compagnie, etc. Et j'en suis sorti avec aussi, je crois, c'est dans 82 sur 100 ou quelque chose comme ça. Donc, alors, sur Spitfire 9, là j'étais excellent. J'ai aimé cet avion de façon. Je n'ai fait que quelques heures, mais je volais vraiment très bien. Alors on m'a dit ça va, et puis j'étais sur Speed 14. Mais sur Speed 14, il y avait un problème. Ça n'allait pas avec le moteur. Et alors, à Ostende, on parlait aussi beaucoup, on parlait le flamand, on parlait les patois des environs, et bien on parlait aussi l'anglais en disant engine rough. Et moi je venais toujours avec engine rough, et les mécaniciens me disaient l'imbécile là, engine rough. Mais il y a eu 3 tués à panne de moteur, 14 pendant que j'étais là. Hein, bon. Non, pas pendant que j'étais là, pardon. Que j'étais là. Et quand on est venu à Florène, il y en a un qui est allé faire ses primes de vol à Ostende, s'est tué. Il y en a 2 autres qui ont été tués en Speed 14. Pourquoi? Parce qu'on a découvert après. Ah oui, est arrivé un sous-lieutenant, technicien, qui avait été démineur, qui m'avait connu au déminage. Il avait confiance en moi. Et j'étais de nouveau revenu avec un Speed 14, donc à 5 pales, en disant engine rough. Et il dit, bon, enfin, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, et il avait eu confiance, et on a déshabillé le tout, et il a trouvé qu'il y avait quelque chose de particulier dans les cimes, je ne sais plus quoi, enfin bon, bref, quelque chose de spécial qui n'allait pas, et c'est pour ça que les moteurs n'allaient pas. Et en plus, on avait des moteurs qui avaient 180 heures, alors que l'avion était conçu pour 100 heures.
parce que l'avion avait été conçu contre les V1. Et alors, contre les V1, très bien, mais nous, on avait hérité d'un squadron, on avait dû rendre les avions au Canada, on a hérité de squadron qui... Bon. Alors, mais seulement, j'ai eu la chance avec le... Parce que... Enfin, bon, bref. Alors, j'ai dû faire une dizaine d'heures, 12 heures, je ne sais plus pourquoi, sur Mosquito, pas Mosquito, le jet du Mosquito, c'est comment un peu ça s'appelle à Beaufchamp, c'était... NF-30. Non, les choses avaient comment c'est... Gloster Meteor. Tout le monde, voilà, les Gloster Meteor. Alors, j'ai volé sur Gloster Meteor, et évidemment, j'ai eu une panne de moteur. Mais, comme j'avais lu les histoires où il y a des as qui se sont tués, en suivant la règle qu'il fallait, hein, faire ceci, faire ça, etc. Moi, j'ai rien fait du tout. Je suis approché de l'aérodrome, j'ai coupé mon autre porteur et j'ai fait un atterrissage sans moteur. Malheureusement, j'ai atterri à peu près 2 mètres avant s'il fallait, mais enfin, l'avion n'avait rien. Mais seulement, j'appelais ça de la chance parce que j'ai connu 2 ou 3 excellents pilotes qui se sont tués avec un météore qui avait perdu et qui avait suivi l'histoire qu'il fallait. Bon, je ne vous casse pas les pieds, je vais continuer maintenant. J'ai eu la chance d'arriver à la 2e escadrille où tout était très bien à l'époque. Donc 52, j'ai commandé sur un flight et la section des opérations et je m'occupais aussi de 2-3 histoires parce que il y a une mauvaise blague que je peux raconter, c'est que le type que j'ai remplacé s'était tué, un peu de sa faute, en suivant des cours à Nivelles, avec Gus Wouters. Gus Wouters c'était son copain, et ils avaient fait les imbéciles, le type s'est tué en Tigermont, là-bas. Et moi je le remplaçais, mais aussi, je l'avais remplacé malheureusement trop tôt. J'avais envoyé tout l'argent parce qu'il s'occupait de l'argent de l'escadrille. J'avais envoyé tout l'argent à ses parents, qui étaient pauvres, du coup, enfin bon, pas grave. Mais alors, on est allé à son enterrement, et pour revenir, on est passé près de Beaufchamp, parce que l'enterrement était après Louvain, et Antoine Deligne, qui connaissait le patron d'une brasserie, nous avait dit, ben voilà, on amène le verre, voilà, ça sort, et là, il faisait noir quand on rentrait de Beaufchamp vers Bruxelles. Et alors, il y a Absil qui était un grand séducteur, qui voit, on s'arrête, parce qu'il fallait s'arrêter, il y avait une passe, une chose. Et alors, il y avait... on regardait et on était près de Beaufchamp. Mais il y a un autre nom à côté de Beaufchamp. C'était Pietrechamp. Pietrebay. Et Pietrebay, il y a Absil qui dit c'est pas ici que je vais revenir, hein, parce que les Pietrebaiseuses, j'en ai connu assez, etc. 6 mois après, il se tuait à Pietrebay. Comme quoi, c'est parce qu'il a dit ça. Enfin, il y a encore, de ma promotion, il y avait 5 pilotes qui sont venus à Florène. Et le seul qui n'a rien eu, moi, de grave, donc... oui, parce qu'on m'a envoyé pendant 6 mois faire de la propagande pour recruter les pilotes. À cause de la guerre qui commençait, les choses. Bon. Et alors, on m'avait dit pour 3 mois, et puis on m'a laissé là pendant 8 mois. Ce qui veut dire que quand je faisais certains vols. Quand je faisais certains vols, je devais faire attention parce que je ne volais plus beaucoup. Bon, alors, tout s'est bien passé. Sur jet, j'aimais beaucoup. Enfin, oui, j'ai aussi eu des problèmes avec certains. Vous voliez sur F-84G? Oui, E, G et F. J'ai volé pendant 20 ans sur cet avion-là, que j'aimais beaucoup. Oui, sur les 3 avions F-84. 20 ans.
Et le seul aussi, c'est Krekili. Parce qu'on a dit de Deurwaarder. On l'avait inscrit aussi, mais lui, il a volé que 2-3 ans sur F-84. Il volait parce qu'il était en Angleterre qu'on a envoyé, etc. Enfin bon. Alors, moi, j'aimais beaucoup les F-84 parce que, avec la blessure que j'avais eue au déminage, ici, quand on faisait des piquets, j'avais très mal ici. Et là, parce que ça allait plus haut. Alors, avec les F-84, on volait toujours à très basse altitude et on allait dire bonjour aux Russes au bout là, là-bas, parce que eux, bon. Alors, tout s'est très bien passé pour moi, je ne me plains pas. Et, sauf que j'étais obligé d'aller à l'école de guerre. Alors, il y a mon copain, Hugo Sloters, qui n'était pas bête du tout, lui, mais c'était un irlandophone. Il avait pris contact avec un ancien professeur de l'école de guerre de 1931. Et alors, on avait vu les questions de 1931, c'était la paix d'Amiens et le traité de Lunéville. Et alors, il faut savoir, les Kakis, ils avaient 2 ans pour préparer l'école de guerre. Nous, on a eu 2 week-ends. 2 week-ends. Et alors, Gus Waters me téléphone et dit « Et tu dois venir ?» Et qu'il vient. Et on boit en buvant des pintes, et avec le traité d'Amiens. Et moi, je dis « J'ai lu un bouquin, justement, anglais, où Napoléon est un type qui ne vaut rien du tout. Il termine sa vie dans un petit patelin dans le sud de la France. » Ah oui, bon. Et alors, on arrive, et on connaissait aussi le Lange van Keumülen, hein, c'était un ami aussi. Bon. Mais l'examen durait 5 jours à l'époque. Alors, je dis à ma femme, je dis, bon, j'arrive le lundi à la caserne Jérusalem où on allait loger. Arrive le Lange van Keumülen. Oh, on va sortir ce soir. Je dis, oui, ben demain on a examen. Bon, on s'en fait pas. Bon. Et là-dessus, je lis un papier en attendant qu'il revienne. C'est un général belge qui parle de la bagarre entre Jomini et un tel, etc., à propos des capacités de Napoléon. Hein. Mais un journal, donc personne ne connaissait ça. Quoi. Bon. Et alors, finalement, avec les Gus Waters, ils sont de veau là. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent être cons avec des trucs pareils. Bon. Et puis on arrive là, et puis là, ça. Et aujourd'hui, voilà le sujet, Napoléon, maître de pensée et d'action. Ah, bon, enfin, j'ai fait mauvais, c'est comme ça que je suis entré premier à la grande stupeur. Mais évidemment, les spécialistes n'avaient pas lu l'anglais, ils ne connaissaient pas les histoires de la paix d'Amiens et le traité de Lunéville, ça faisait en 1931. Hein. Bon, et alors, bon. Je suis entré. Ah oui, donc on m'a envoyé, ça c'est, j'ai toujours été ami avec Burniot, je ne sais pas pourquoi. Il m'aimait bien, le général, hein, il m'aimait bien. Bon. Et il m'avait raconté sa vie quand le corps de son père était tombé sur lui, etc. Et moi, j'avais raconté d'autres affaires. Bon. Et alors, il m'envoie, donc, je suis passé à l'état-major comme directeur de la mobilisation. J'ai écrit un bouquin encore j'ai un livre ici, quelque part, parce que je suis tombé dessus dernièrement. J'ai écrit un truc très intéressant, m'ont dit certains, sur la mobilisation en guerre nucléaire. Tout ce qu'il fallait faire, machin, etc. Bon, et ça, je sais pas, ils ont aimé ça. Et alors, j'ai été envoyé alors comme commandant de groupe de vol au 2e wing. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien oui, il y a l'air Marshal, disons, Harris, avec l'air Vice Marshal qui était dans l'oblast Cameron, qui viennent visiter, etc.
Et moi, je connaissais un sous-officier qui était au même état-major qu'eux. Et j'avais un peu aidé ce sous-officier parce qu'il avait tendance à bégayer. Et je lui avais donné des conseils pour... Bref, il m'aimait bien. Et alors, il me dit, ah ouais, mais l'air Marshall, etc. Oui, écoutez, à peu près toutes les 15 ou 20 minutes, il aime bien de fumer une cigarette parce que... oui, c'est vrai, oui, mais il préfère dehors hein, parce que... Mais bon, quand vous trouvez un endroit pour que... Merci beaucoup. Bon, il arrive, etc. Et moi, je dis, voilà, au commandant de l'escadrille, et il y a Soufflon-Guel qui ne voulait pas. Je vous fous à la porte si vous n'êtes pas... Bon. Tous les quarts d'heure ou 20 minutes, après l'exposé, vous devez trouver une tasse de café dans le dehors, là, hein, une tasse de café pour le grand chef, etc. Bon, et accompagné du Cameroun. Hein. Et alors, quand tout était fini, nous, j'avais oublié une chose, l'apéritif. J'avais l'apéritif, qu'est-ce qu'il peut prendre comme apéritif? Je dis à un tel, j'envoie un type vite acheter un apéritif. Et c'est justement ce qu'il préférait. Ah, je lui dis, et alors, le second marshal me dit, you know, since 2 years I'm here, this was the best visit we had, I tell you. We'll keep together. Et voilà, on a acheté des hélicoptères que eux avaient, parce que c'était des hélicoptères conçus en Amérique, mais achetés, Sikorsky, mais achetés par les Anglais, et il m'a dit, il y avait tel et tel et tel problème avec les choses, et il m'a dit, je l'ai mis en rapport avec une douzaine de choses qu'il fallait faire avant la livraison, etc. J'ai eu la même chose avec les C-130. Il m'a téléphoné et donc ça c'était déjà plusieurs années après, il m'a téléphoné et dit, you know, they should be careful when they go with these, enfin avec ce genre d'avion-là, parce que il y a un carburant dans l'Est qui ne leur convient pas, et il tombe en panne chaque fois. Alors, il faut faire ça. Je l'ai mis en rapport avec ces gars-là. Bon, pour 3 histoires comme ça, il n'y a qu'un seul problème, c'est que quand j'étais alors à l'état-major, ah oui, comme vous savez vraisemblablement, que j'ai été avec le général Burniaux aux États-Unis, et que c'est grâce à moi qu'on a finalement eu les F-104. Parce que le chef, Mr. Chef, il s'appelait, le chef qui était le chef de ce qu'on appelait le MDAP, oui, MDAP. Et il avait dit, les Néerlandais, d'accord, pour les F-104, mais les Belges pas. Ils doivent prendre un autre avion qui a été celui que les Hollandais ont racheté 8 ans après. Oui, et qui allait d'Amsterdam à on l'a acheté. Et alors, bon, et à un moment donné, il y a le général Burniaux qui a fait un speech très bon, mais le type, le chef qui était un milliardaire, hein, c'était un milliardaire, il faut savoir que, bon, Mr. Chef. Et alors il dit, ah ben, dans ton schéma, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Je fais signe au général Burniaux. My name is Taemans, I'm Wing Commander flying in Florence, Belgium, not Florence, Italy. In case of war, we have got to fly missions in support of the American aircraft based in UK. If we don't have aircraft having the same performances than the American, they will let us go through and wait with all their defenses against the American. Sir, you better give a telephone call to the commanding officer of the United States Air Force in UK. Thank you very much. Boom. Le soir, on va à un dîner chez
c'est des Néerlandais. Et je vois, et Mr. Chef est là avec le truc, avec un copain qui est toujours super, bon, ah ben. Et alors, hey, don't get bad at me, boy. I think I gave that telephone call. I think you could have your 104. Yeah, thank you very much, sir. Yeah. Et alors le type à côté, il demande, est-ce que vous avez du feu? Je dis non, ça. Mais je dis, I think the guy there. Et le type qui entrait, c'était un gars qui avait été impoli avec le général Burniot. Il était en tenue kaki, enfin kaki le chose. C'était un type de la noblesse, etc. Et alors, j'avais dit à un type, c'était celui qui donnait du feu. Quoi. Bon. Alors, il est arrivé pour lui demander du feu. Ça a été une catastrophe. Le lendemain, Burniot m'a dit, tu sais que tu as 4 jours d'arrêt. Hein? Ouais. Ah oui, tu as dit, tu es le machin, je dis, moi? Enfin bon, c'est autre lettre. Bien. Alors, oui, aussi, c'est à cause de moi qu'on a eu les avions, comment est-ce qu'ils s'appellent encore maintenant, qui durent toujours, qui ont remplacé les avions initialement prévus pour voler. Marchetti. Parce que notre ami là, qui est parti, j'oublie toujours son nom, le grand qui est mort il y a 10 ans, à 81 ans, il n'y a pas longtemps, Timmerman, pas Timmerman, enfin bon, bref, il travaillait avec moi, il était en Italie, il me donne un coup de fil, il dit, ça va pas bien du tout, il y a 27 modifications à faire, et on doit les payer toutes. Alors je dis, oui, vous pouvez pas venir voler, etc., à Sesto Calende, parce que dans le bouquin, il y a un bouquin là-dessus, il ne se parle pas de Sesto Calende, c'est tout, enfin, ça n'a pas d'importance. J'arrive, je dis, j'avais 3 jobs, hein, parce que j'avais un avec l'OTAN, j'avais un avec le cheveu, et j'étais réellement libre. Je peux venir que vendredi, midi, après-midi. Ok, alors on s'arrange, mais là, j'ai volé avec lui. Le premier vol, c'est moi qui tenais la radio sur les genoux. L'autre vol, c'est lui qui tenait la radio. Il y avait des trucs qui n'allaient pas. Bon. C'était embêtant, parce qu'il y avait 27 modifications, il fallait les payer, ça coûtait cher, etc. Et alors, le samedi matin, on a une réunion avec les ingénieurs. Et en fait, c'était une femme qui était la grande chef de Marchetti, ingénieur, qui avait d'ailleurs un autre nom que Marchetti, mais enfin, bon, bref. Elle n'était pas là. Mais les autres, j'avais déjà rencontré les autres ingénieurs et je leur avais raconté 2, 3 blagues qui les avaient rigolé, etc. Et maintenant, ils me disent, well, tell me, you see, what's happening to you, you know? Yes, I'm not very happy, you know. Alors, il dit, tell us what, il dit, I cannot say so, I cannot say so. Bon, à la fin, no, tell us what. Well, we have a new Minister of Defense, you know, he's a Flemish, and he hates the Italians parce que les Italiens ont volé la peinture à l'huile aux Flamands. Et ça, il n'a pas accepté. Ah, bon. Résultat, on me prend pour un imbécile. Qu'est-ce qu'il a raconté là? Le mercredi, je reçois un invité. On garde les 27 modifications, mais on ne doit plus en payer que 4. Ça va? Et alors on a pu continuer, etc. Bon. Oui, ben, ce que je vous raconte, une imbécilité, mais c'était pas se passer comme ça. Hein. Et, enfin, bon, bref. Et comme j'avais eu avec les choses. Et, enfin, bref. Alors, j'ai une fois fait l'affaire aussi, avec, c'est plus longtemps, avec le Premier ministre. Alors, je suis passé à l'état-major, je crois que j'avais bien agi, là, le 2e wing, hein, c'était bon. Mais malheureusement, on m'a envoyé à JS, donc à VJS.
Donc c'était un général très connu, un petit costaud comme ça, qui dirigeait. Et alors, il se fait que je suis là, et il y a un officier kaki qui est désigné pour aller suivre un cours à Paris. Il va suivre un cours, il devait suivre un cours de 2 ou 3 mois, et je le remplaçais, et lui était relations extérieures. Et j'ai accès à son dossier. Vous savez ce que je trouve dans son dossier? Une lettre du prédécesseur du JS, etc., disant qu'il faut par tous les moyens réduire la force aérienne de 500 avions à 150. Comme ça. Alors, parce que il voulait vraiment couler la force aérienne et ne plus l'appeler force aérienne, surtout. Et qu'on ne vienne plus avec des expressions qui, etc. Mais c'est un truc comme nous, mais surtout passer de 500 avions à 150. Bon. Connaissant ça, etc. Mais il faut dire que la raison, oui, c'est un peu délicat à dire, mais enfin bon, bref. Quand on est revenu et qu'on pouvait avoir les F-104, il n'y avait pas d'argent prévu. Dans tous les dossiers, il n'y avait pas d'argent prévu pour un changement, pour un avion. Or, 100 F-104, c'était pas rien. Alors, bien qu'on en reçoive 25 pour le changement. Et alors, heureusement, il y a M. Motz qui me téléphone. M. Motz était un vieil ami de famille qui avait été, pendant la guerre, il avait été en Angleterre. Il était ingénieur des mines et ingénieur d'aéronautique. Il n'allait pas dans la mine parce qu'il était asthmatique, il n'allait pas en avion parce qu'il ne savait pas respirer, mais il était ingénieur. Et il est devenu grand chef pas de la Sonaca, enfin un de ces trucs-là. Et il me dit, alors, il paraît que tu as été avec Général en Amérique, et que ben, je dis, voilà, ça se passe bien, mais malheureusement, je crois qu'on pourra l'acheter, mais on n'a pas l'argent. Comment on n'a pas d'argent? On n'a pas d'argent prévu. Ah oui. Comment faisaient les Allemands? Ben, je dis, les Allemands, après ce que j'ai appris, ils vont acheter entre 680 et 750 avions. Combien t'as dit? Tu veux? Ah ben, je vais arranger ça. Et j'ai appris après qu'il était franc-maçon. Et le grand chef en Allemagne était franc-maçon. Et encore plus fort, c'est que le franc-maçon était un demi-juif. C'est-à-dire que, soit théoriquement, il n'était pas, il était bon, mais bon. Voilà. On a eu l'argent par la Suisse. Bon, et personne n'a jamais rien su de ça. Je le dis, gardez-le pour vous. Pour savoir qu'il y a des histoires mystérieuses parfois. D'où vient l'argent, hein? 104. Eh bien, les Allemands ont fait un prêt méconnu aux Belges qui, ayant fait passer le 104, on dit il faut les payer. Alors, comment les payer? Bon, on n'a plus entendu parler de ça, d'accord? Voilà. J'ai eu la même chose avec le ministre Postwick. Avec le ministre Postwick, quand on a acheté les Mirages. C'est un peu grâce à moi qu'on s'est dirigé vers les Mirages, parce que j'avais découvert une finesse des Hollandais. Ils voulaient qu'on rattache nos compagnies aux leurs, mais eux, dirigeants. Bon, je dis, oh là là, ça va être mauvais. Et alors, je fais demander à Postwick en quoi est-ce qu'on les paye, etc. Je dis, en dollars, en francs français, francs français, il me dit. Je dis, vous êtes sûr, ça? Oui, en français. Bon. On achète les Mirages et le franc français dévalue de 10%. Et on gagne 800, etc. Bon, c'est déjà pas mal. Plus tard, j'avais affaire aux avions de transport. Ça, c'était presque les avions de transport, les C-130, c'est ça?
C130. On va vers les... Mais la compagnie était presque en faillite. Personne ne savait, ils étaient presque en faillite. Lockheed. Pardon? Lockheed. Oui, ils étaient presque en faillite pour le moment. Et on voulait acheter. Alors, on va acheter le bruit d'achat de C130, coup de téléphone de l'amiral, enfin pas l'amiral, de l'Air Marshall. Ils ont acheté les C130 aussi. Il y a des problèmes au C130 pour ceci, pour ça, pour ça, pour ça. On a eu les renseignements. Je téléphone à Postwick aussi. Sœur, je dis, mais Postwick, il ne m'aime pas tellement parce que, enfin bon, bref, c'est pas le... c'est autre chose, ça. Bon. Et alors, on achète des C130 et on paye évidemment en dollars, sans doute, etc. Eh bien oui, vous avez bien vu, on paye en dollars. Ah ben ça va. Et le dollar dévalué de 10%. On a dévalué. Et avec les 10%, comment s'appelle ce ministre bruxellois qui était très célèbre, et qui habitait... Van den Boynans. Van den Boynans, avec l'argent qu'on a gagné, il a acheté des avions de transport pour transporter les ministres, etc. D'accord? Alors, donc tout ça vient. Quand on voit la vérité avec les choses, c'est parfois étonnant. Hein? Bon, alors, je crois que je vous ai assez cassé les pieds. Je vais voir maintenant si je n'ai pas quelque chose que je peux vous dire encore d'intéressant. Alors, ah oui, il ne faut pas oublier que, donc à un moment donné, on dit il passe à l'état-major de la force aérienne où il devient chef de la section plan et programme et représente en outre la Belgique auprès du groupe sur l'armement des forces aériennes de l'OTAN, dont il devient président de 1970-72. C'est ce que je vous ai dit, le vote. Il y avait 11 pays qui avaient voté pour moi. Il est alors affecté à l'état-major international du comité militaire. Là, j'étais dans un groupe tout à fait spécial où il n'y avait que 4 officiers. Et là, on m'a joué un covage de nouveau. On devait aller voir tous les pays. Et moi, parce que quand on a su que j'étais le plus ancien, on a nommé l'allemand général. Alors moi, j'étais colonel. Et bon. Et alors, mais j'étais toujours dans le coup avec le bazar. Mais c'était un Belge qui s'occupait de l'argent. Et alors, pour aller voyager partout, il y avait de l'argent pour les autres, mais pas pour les Belges. Alors, on m'a supprimé les voyages. Sauf que, grâce à l'allemand, j'ai dit, ben, les Allemands, est-ce qu'ils sont bien vus en Italie, en Grèce, etc., en Turquie, tout ça. Ah, mais on va voir, tu devrais peut-être venir avec moi. J'ai accompagné l'Allemand. Et alors, on a eu du succès là auprès des Allemands, à la différence qu'il m'a quand même eu d'une certaine façon. Quand on a été en Grèce, là, on s'est retrouvés le soir, on devait sortir, on était dans la capitale. Hein. Il a dit, je connais un endroit typiquement grec, mais alors, formidablement. Je vais avec lui. Alors, on arrive dans le jeu, c'était très bien. In der Heimat, da gibt ein Wiedersehen. Toute la soirée, c'était des poches partout. J'avais chez les Grecs, enfin bon, c'était en passant. Donc, mais là, j'ai trouvé ça dégueulasse que le Belge trouvait qu'il n'y avait pas d'argent pour moi. Hein. C'est bon. Alors, mais enfin, bon, là-dessus, le hasard a fait que je suis devenu l'officier en charge, conseiller militaire de la délégation belge auprès de l'OTAN, avec de Stark. Et là, j'ai très bien travaillé. On n'avait qu'un problème, c'est que le ministre des Affaires étrangères était flamand. Et il a envoyé tous ses papiers en flamand. Et moi, je devais aller en séance dans les 10 minutes en anglais ou en français, etc. Ça peut causer un petit problème.
Bon, mais enfin, on s'est arrangé quand même. Et j'ai eu la chance, à un moment donné, de Stark. Mais encore 5 minutes, là. Bon. Le métier de Stark a pris 8 jours de congé. Et moi, j'avais plus pris de congé depuis 3 ans. Et je dis à ma femme, trouve un peu un endroit. Elle revient. Et j'ai trouvé 8 jours en Grèce. Oui, je dis, pas en Grèce, c'est emmerdant, parce que la Grèce et la Turquie, ils étaient à ce moment-là. Ouais, bon. Et alors, je dis, bon, on ne s'est pas rentré avant, on rentre le samedi. On rentre le samedi, c'est la mobilisation chez les Grecs. Mais la Sabena nous a attendus. Tandis que les Italiens, ils ont dû rester 15 jours là. Et les types ont décollé malgré. Bon. Alors j'ai dit à ma femme, écoute, tu rentres, moi je vais directement à l'OTAN. C'était un samedi. Un samedi. En juillet, oui. C'était un samedi en juillet. Alors j'ai été au bureau, j'ai averti directement le président, qui était un Irlandais. Luns. Mais il n'était pas là, mais sa secrétaire était là, etc. Et je parviens à lui faire savoir que j'avais vu sortir tous les bateaux de guerre de la Grèce au décollage. Hein. Il fait comme ça. J'ai vu sortir tous les bateaux. Je lui dis, voilà, vous, comme vous y connaissez en bateau, j'ai vu sortir tous les bateaux de guerre de Grèce, tel endroit, chose. Alors, voilà. Réunion. Alors, on a réuni tous les ambassadeurs le soir. Et alors, le soir, mais j'ai envoyé un mystère 20 chercher notre ambassadeur qui était dans le midi de la France. Et il est rentré, et je dis, et comment on va vous reconnaître? Aucun problème, si on vous connaissait, vous n'avez qu'à dire que vous êtes l'ambassadeur du RSS. Ah ouais? Ah bon, enfin, c'était pour rigoler, mais enfin, je crois qu'il enfin, il est arrivé, et alors on a constaté, lors des votes, autour du soir, que l'URSS était pour les Grecs, mais contre les Grecs, je veux dire, et pour les Turcs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des fusées, alors que leurs fusées, ça n'allait qu'à 15 km, hein, mais ça, voilà. Ils étaient contre les Grecs pour les Turcs. Du coup, tout le monde a voté pour les Turcs, sauf les Grecs qui ont voté pour les Grecs. Et du coup, boum, la guerre s'est terminée pratiquement 2 jours après. Bon, alors permettez-moi de terminer autre chose, parce que il y a une chose importante, peut-être que vous pourriez la voir et la méditer. C'est l'histoire que vous avez vue. C'est dans cette perspective d'une interdépendance toujours croissante dans le domaine des armements qu'il faut sans doute voir la création en mai 1979 de la fonction de directeur national des armements, actuellement exercée par le général-major aviateur Teymans. Attribution, vous pourriez la voir, si vous voulez, vous faites une photocopie, parce que c'est très important, étant donné que les militaires, hein, on voulait actuellement exercer, etc., dans le cadre, on voit que les militaires ont beaucoup à dire, alors qu'il y avait une forte poussée, quand on lit avant, hein, le processus. Il convient de situer le processus de la prise de décision post-politique dans le cadre de la réforme de l'État. La décision gouvernementale prise au comité de coordination économique et sociale en date du 11 juin 1981 est la suivante. Les retombées économiques des commandes de défense, en particulier entre les régions, feront l'objet d'un rapport à présenter à messieurs les ministres des Affaires économiques et de la Défense nationale. Les exécutifs régionaux seront associés à la mise au point de ce rapport. J'avais insisté pour que la défense soit un peu... Vous avez vu qu'ici j'étais en fait directeur national des armements, mais que j'étais en plus le deuxième de la chose. Bon. Et que j'ai essayé toujours, enfin ici j'ai mis à conserver, j'ai essayé toujours à ce que dans tout ce qui concernait la défense ait quelque chose à dire.
Vous comprenez ce que je veux dire là-dedans? Parce que je peux vous le prêter, si ça veut, parce qu'il faut assez longtemps pour vous me... Alors, je voudrais encore vous dire deux mots sur ceci. Donc, nommé général-major aviateur, il est envoyé en 77 à Ramstein. Là, j'ai fait une erreur. À l'aide Air Force Central Europe, comme Deputy Chief of Staff, Plans and Policy. J'ai fait à la fois des erreurs et des... Bon. Une erreur que j'avais faite, c'est quand on a fait des exercices qui duraient 3 jours, jour et nuit, mais qui englobaient tous les avions de la défense centrale. Et moi, j'avais dit tous les papiers, parce que j'avais un adjoint, un major aviateur américain. Il avait dit, we keep all the papers here. All the papers here. Bon, il a gardé tous les papiers, tandis que les autres mettaient tous sur l'ordinateur. Ça allait beaucoup plus vite, c'est beaucoup. Alors on m'avait dit, you see, etc. Et puis, il se passe que la fin du 2e jour, il y a un type qui arrive de l'état-major des avions lourds en Amérique. B-52. Pardon? B-52. Du centre des USA. Strategic Air Command. Non, Strategic Air Command, c'est ça. Le type du Strategic Air Command qui arrive, il vient voir le truc, bon, ça, et il fait une erreur, il efface tout. Tout est effacé. Tout. Et moi, j'étais allé à Bruxelles parce que ma femme venait de mourir, etc. Bon. Et alors, la catastrophe, le chef, le général, catastrophe. Et puis, il y a le major, il dit, yes, but, parce qu'on mettait le stupid Belgian general, il m'appelait. Hein, bon. Après ça, c'était le clever Belgian general, parce que j'avais gardé tous les papiers. Et j'avais demandé à mon major là, en question, qui dise à celui qui était avec les Anglais, de garder le plus possible, l'autre venu, mais il y avait aussi. Donc avec les papiers, il savait reconstituer quelque chose qui n'était pas idiot. Hein. Et alors, j'étais bien vu. Bon, parce que j'avais fait une erreur de début. C'était celle-ci. J'avais oublié que tous les types, que ce n'étaient pas des catholiques, que c'était des protestants. Et j'avais un jour, dans un discours, dit que ce qui était merveilleux à l'Air Force Central Europe, c'est qu'on avait un général qui s'appelait exactement comme le pape. Il n'était pas tout à fait d'accord. Alors bon, c'était le même que le pape. Enfin bon. Et alors, ça m'a remis en route, hein, c'est des histoires de plus clever Belgian general, etc. Et alors je suis rentré et je suis devenu par hasard, donc JSB. Pourquoi? Parce qu'il y a un officier général qui est mort de la force terrestre, et Créquilly est parti en même temps, donc on ne pouvait pas mettre un aviateur. Alors on a mis le type d'infanterie, et moi on m'a mis JSB. Mais comme JSB, là, je me suis retrouvé avec des responsabilités qui étaient ce que je vous ai montré là, dans les machins, etc. Et je me suis arrangé parce que chez les kakis, il y avait un type intelligent aussi, bien entendu, il y en a toujours eu, c'est bon. Et ils avaient dit, un jour, en ma présence, ils avaient dit à d'autres, ben, est-ce que vous avez vu maintenant, là, le type là, qui s'appelle, je ne sais plus quoi, directeur général ou ministre général à JSB en même temps, hein? La prochaine fois, il faut que ça change. D'ailleurs, je ne sais toujours pas, je me suis insurgé plusieurs fois contre l'idée de couper la force aérienne et la force terrestre, d'en faire des compagnies comme on l'a fait. Je suis sûr que c'est un non-navigant qui a fait ça. Et je ne m'étonnerais pas que ce soit de l'aviation. Comment est-ce qu'il est parvenu, ça je ne sais pas. Bon.
Parce que moi, je pouvais avoir, ben, je ne dis pas que j'avais un tact à ça, etc., mais je pouvais m'entendre très bien avec les types en face, y compris le Premier ministre, etc. Exemple avec le Premier ministre. Après ça, je termine. Je suis donc JSB, et JS est invité à accompagner le Premier ministre dans une visite de toutes les forces qui sont en Allemagne. Bon. Et à JSB, à 5 h du soir, on me dit que JS n'a pas le temps d'aller, c'est moi qui le remplace. Je dis bon, pas de problème. Et je dis à l'adjudant qui est là de me retenir une place dans un hôtel. Il y avait un hôtel spécial pour les... L'Astoria. Bon, la réponse me vient, il n'y a pas de place pour moi à l'Astoria. Bon, on dit ça n'est rien, mais il y avait une unité de défense de l'aviation là-bas. Et je dis tiens, je vais aller dormir chez eux. Et je vais chez eux, sauf que il y a eu un petit problème, ils avaient une soirée. Et après, je vais à la soirée, mais alors, comme j'étais on me disait que c'était un francophone dangereux, et alors ils ont commencé à chanter Omdat ik Vlaming ben, omdat ik Vlaming ben, ils chantaient ce truc-là. Et alors, j'ai dit bon, bravo, c'est très bien, etc. Ah, vous connaissez les chansons? Ah oui, moi je connais les chansons, je suis né à Bruxelles, hein, ah oui. Ben, vous pouvez venir une chanson pour l'orchestre, alors je dis oui, alors je dis We van bomma patate met saucisse, we van bomma patate met salou. Et le bar, le dikke cerf-volant, we bomma, etc. Du coup, du coup, on m'a conduit à la chose et je vais avec, je suis Martens, c'était Martens, Premier ministre. Je suis, et partout on lui explique ce qu'il faut, c'est la droiture, la vérité, le secret, la patrie, que ceci et cela, partout, mais aussi la droiture, et que partout. Bon. Et puis on est, le soir, on dit, et moi je suis à la droite de Martens, puisque mon chef est STHE. Et il dit, et vous, vous n'avez encore rien dit? Je dis, non, monsieur le ministre, parce que je crois que vous connaissez tout ça. Hein. Oui, enfin, vous vous rappelez 14-18, n'est-ce pas, par exemple, ce qui s'est passé avec les Italiens pour sauver l'idée même de l'Italie, pour sauver la valeur de l'Italie, pour sauver l'Italie. Et alors, le commandant de la première division d'attaque est sorti de la tranchée en disant « À l'Italia !» Et tous les autres disent « Bravo, bravo, bravo !» Et là-dessus, il a commencé à rigoler, et ses gens pleuraient, et j'apprends après que ses adjoints m'ont dit « ça ne vous intéresse pas de devenir conseiller militaire ?» parce qu'il a dit, etc. Bon ben, ceci peut terminer une soirée, enfin une journée où je vous ai peut-être tenu trop les pieds, mais enfin voilà, merci beaucoup.